Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus. On part à la rencontre d'une influenceuse littéraire sur YouTube, Instagram ou encore TikTok. Audrey partage sa passion pour la lecture grâce à sa chaîne Le Souffle des mots. Portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. Jeanne Dreyfus est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Ravie de vous retrouver. Quel va être l'objet de votre chronique? Je vais vous parler d'un courant artistique, littéraire, cinématographique appelé afrofuturisme qui conjugue des éléments de la culture africaine en univers de science-fiction, voyage garanti. Merci beaucoup Jeanne, on voit ça dans un instant. Et puis c'est notre grande question du jour. Comment l'intelligence artificielle façonne-t-elle l'avenir de l'éducation? Dans un secteur où la technologie évolue, vous le savez, à une vitesse fulgurante, l'IA s'impose comme un outil clé pour personnaliser et optimiser l'apprentissage de chacun des enfants. Aujourd'hui, on va explorer justement comment cette technologie est intégrée dans des solutions de soutien scolaire en ligne avec notre invitée Manon Oskian. Bonjour Manon. Bonjour Philippine. Soyez la bienvenue sur le plateau de l'école du futur. Vous êtes la cofondatrice de Willoki dont on parle dans un instant, juste après le focus. Avec l'importance du numérique dans nos vies aujourd'hui, on en vient parfois à oublier les fondamentaux et parmi eux la lecture. Mais cette fois, le numérique nous aidait à revenir sur nos pas. Eh bien, c'est justement l'objectif de la chaîne YouTube d'Audrey Le Souffle des mots, qui est entièrement dédiée à la littérature et à la lecture. Elle est notre focus du jour. Ouvrez vos livres, page 19, au chapitre 4, nommé « Le souffle des mots ». Certaines fois, il est dur de se mettre ou remettre à la lecture. Par où commencer? Quel style va nous plaire? Où lire? Quand? C'est le concept de la chaîne YouTube d'Audrey, Le Souffle des mots. Une chaîne YouTube calme sur laquelle elle partage ses avis sur ses dernières lectures, les bonnes adresses qu'elle a pu découvrir au fil du temps, des vlogs à des salons du livre et autres conventions, ou encore des vidéos de plus d'1 heure au coin du feu pour partager un moment de lecture à travers l'écran. En quelques mots, j'étais vraiment une jeune passionnée de lecture qui n'avait aucune idée que ça prendrait ces proportions-là au moment où elle s'est lancée. Et pour tout vous dire, au tout début, c'était évidemment bien moins de succès en fait, puisque quand j'ai commencé, j'avais très peu d'abonnés et pendant assez longtemps, j'ai eu très peu d'abonnés et c'est normal aussi en fait. Mais dès le début, j'ai adoré le côté échange justement, de rencontrer d'autres lecteurs et lectrices sur les réseaux sociaux et de discuter avec eux et tout. Ça, dès le début, ça m'a tout de suite plu. Ce que je préfère. Bon, j'adore lire, vous le savez, mais ce que j'adore, c'est créer des contenus un peu créatifs. Ce que j'aime beaucoup, c'est me dire que la lecture me permet, de créer des contenus, des photos, des vidéos qui sont créatives et qui, du coup, changent un petit peu de la simple chronique que je peux poster parfois aussi, bien sûr. Mais ce que je préfère faire, je pense, c'est ce côté un peu créatif. Après 11 ans, 714 vidéos, 115 000 abonnés et plus de 1 million de vues cumulées, Audrey Tribaud est devenue la booktubeuse numéro 1 en France. Véritable passionnée, sa réussite n'est pourtant pas le fruit du hasard. L'aventure du souffle des mots démarre le 27 avril 2013, non pas sur YouTube, mais à travers un blog internet où Audrey démarre peu à peu son métier d'influenceuse littéraire. Elle nourrira ce blog jusqu'en 2017 avant de le laisser mourir peu à peu pour laisser place aux nouvelles plateformes telles qu'Instagram. Un choix qui semble porter ses fruits puisqu'elle compte bientôt 100 000 abonnés sur son compte qu'elle nourrit de courtes vidéos sur un format bien différent de celui de YouTube. Comment réagiriez-vous si un garçon vous demandait des conseils de surf et de sexe? C'est bel et bien ce qui arrive à Lou durant un été. Passionnée de surf, elle passe la saison au bord de l'océan et y rencontre Inigo qui va lui demander ses fameux conseils. Lou va alors se plier au jeu et peu à peu se rapprocher de lui et se confier, car elle vit un été particulier et est dans l'attente de sa meilleure amie qui ne lui donne plus de nouvelles. Et j'ai même écrit noir sur blanc en 2010, je viens de lire le tome 5 de Lou et j'ai envie de faire un journal comme le sien. Vous pouvez fermer vos livres, le focus est fini, mais vous connaissez maintenant le lieu de rendez-vous, il s'appelle Le Souffle des mots, idéal pour pouvoir se remettre à la lecture. Je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très vite. Allez, après littérature, on va parler technologie. Maintenant, dans un monde où justement elle évolue rapidement, les plateformes EdTech intègrent de plus en plus des solutions innovantes pour enrichir l'apprentissage de nos enfants. Et on va voir justement comment ces avancées technologiques, notamment l'intelligence artificielle, sont utilisées pour offrir des expériences qui ne se contentent pas de transmettre des connaissances, mais qui aussi favorisent également le développement des soft skills essentiels pour les enfants. Vous allez le voir, on démarre tout de suite dans la première partie du talk.
Et donc aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, Manon Oskian, vous êtes la cofondatrice de Willoki. Alors on va parler de Willoki dans un instant, mais d'abord, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce que vous avez fait, ce que vos parents ont fait aussi, vous avez cofondé Willoki avec vos 2 frères. Vous dites avoir baigné depuis longtemps dans ces réflexions autour de l'éducation et du numérique depuis toute petite. Il faut dire qu'on peut le comprendre, parce que vos parents ont créé Adi et Adibou, qu'on connaît tous, qui ont marqué des générations entières. Ils ont été précurseurs, on peut le dire, de l'éducation digitale, de la EdTech. Vous en avez repris le flambeau, Manon, et vous répétez régulièrement que l'éducation mérite qu'on s'y consacre avec passion. Je crois que vous avez bien raison. C'est quand même une histoire un peu folle, tout ça, non ? C'est surtout une très belle histoire, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On a été, je pense, les premiers testeurs d'Adi et Adibou, du coup, avec mes frères. Vous aviez quel âge à l'époque ? Quand il est sorti, j'avais 4 ans. J'avais l'âge de jouer à Adibou, même 3 ans. Donc, testeuse précurseuse. Ouais. Et ensuite, et Thibaut, du coup, mon grand frère, était un peu plus grand. Lui, il a même testé Adibou. Adi, je veux dire, et Adibou. Donc, on a baigné dans ces sujets, dans ce que peuvent apporter les nouvelles technologies à l'éducation depuis qu'on est tout petit. On a vu que ça pouvait vraiment marcher. Ouais. On a vu que des enfants pouvaient se régaler avec ça et avancer, et que ça pouvait carrément marquer des gens. Je parle encore aujourd'hui à des gens qui me disent qu'ils sont cuisiniers parce qu'ils ont d'abord joué dans la cuisine d'Adibou. Enfin bref, ça a marqué toute une génération. Et puis nous, avec mes frères, on a décidé de se lancer aussi dans l'éducation parce qu'il y a encore énormément de choses à faire et des technologies qui peuvent aller encore beaucoup plus loin que ce qui existait à l'époque avec Adibou. Alors justement, qu'on comprenne bien, vous avez donc repris Adibou. Adi n'existe plus aujourd'hui. Et vous avez lancé un nouveau produit, une nouvelle entreprise qui s'appelle Willoki. Qu'est-ce que ça fait en quelques mots ? Alors Willoki, c'est le soutien scolaire en ligne nouvelle génération pour les enfants du primaire au collège. C'est-à-dire qu'on combine un univers en ligne ultra riche, immersif, ludique, motivant avec notre technologie d'intelligence artificielle pour proposer l'éducation la plus personnalisée, sympa, motivante possible. Nous, notre objectif, c'est vraiment de faire acquérir aux enfants les savoirs fondamentaux le plus efficacement possible et de leur faire aimer apprendre. Et pour ça, l'intelligence artificielle, vraiment, c'est une révolution pour vous ? C'est une révolution, évidemment. C'est-à-dire qu'on le voit, et on le voit avec Willoki, mais l'intelligence artificielle, elle peut proposer cet apprentissage ultra personnalisé, s'adapter aux besoins précis de l'enfant, à son profil particulier, aussi bien pédagogique que ses leviers de motivation. Et même, elle peut lui proposer les méthodes d'apprentissage préférées. C'est qu'en fait, selon moi, il n'y a pas une méthode d'apprentissage, la méthode Singapour ou autre, qui marche pour tous les enfants. Chaque enfant est différent. Chaque enfant a un potentiel d'apprentissage infini qui est loin, je pense, très loin d'être exploité aujourd'hui. Et l'IA, évidemment que ça ne fait pas tout, mais peut apporter cette aide inouïe, au moins pour l'apprentissage des savoirs fondamentaux. Et vous êtes en lien aussi avec les nouveaux programmes scolaires, vous les adaptez à chaque fois. Avec des possibilités de personnalisation accrue grâce à l'IA, vous en avez parlé. Est-ce que vous pensez qu'il existe une limite malgré tout à cette personnalisation de l'apprentissage ? Jusqu'où en fait peut aller l'IA pour répondre aux besoins de chacun des élèves, à la fois ceux qui vont très très vite et qui ont besoin justement d'apprendre de manière continue et d'être peut-être stimulés, et puis ceux qui ont peut-être un petit peu plus de mal à l'école et qui justement trouvent en votre solution, que ce soit Adibou ou Willoki, un moyen justement de s'épanouir et d'apprendre différemment. Tout à fait. En fait, l'IA peut exactement s'adapter à ces différents profils, en fait à tous les profils possibles, puisque nous, ce qu'on fait, c'est que grâce aux dizaines de millions de données événements qu'on a, on a entraîné notre IA, et quand un enfant arrive, rapidement on détecte son profil, on détecte ses forces particulières, ses points d'amélioration particulières, on détecte ce qui peut le faire apprendre plus vite, plus efficacement, et surtout ce qui peut le faire aimer apprendre en fonction de différents leviers de motivation. Okay. Il y a des enfants qui ont besoin de reconnaissance, des enfants qui ont besoin de faire plaisir aux parents, des enfants qui sont compétitifs, sociaux. Évidemment, c'est toujours un peu tout ça, mais plus ou moins en fonction de chaque enfant. Et si on lui pousse les bons leviers pour qu'il apprenne comme il faut, si on lui pousse les beaux contenus pour qu'il apprenne comme il faut, c'est incroyable. Alors évidemment, quand vous parliez de limites, ce que je dis à nouveau, c'est que ça ne va pas tout remplacer, loin de là, et surtout pas. Ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on propose avec Willoki, en tout cas, c'est un apprentissage des savoirs fondamentaux ultra rapidement et de manière très efficace. Ensuite, on libère les enseignants de toutes les tâches répétitives et on les laisse se consacrer à l'essentiel. Et c'est là que leur rôle devient plus central que jamais, parce que c'est des capacités humaines qu'on ne pourra jamais remplacer pour aller plus loin, éveiller la créativité, la réflexion, l'empathie de ces enfants. C'est à eux de jouer. Accompagner autrement, effectivement, les élèves, et notamment grâce à la tech. Alors, il y a un autre sujet, il faut qu'on en parle, Manon, le temps passé devant les écrans. C'est une préoccupation croissante aussi des parents, de la communauté éducative. Comment vous répondez peut-être à ceux
celles et ceux qui disent que jouer en apprenant, ça peut créer une dépendance accrue des enfants aux écrans? Évidemment, comme tout, il faut avoir un usage maîtrisé, averti, éclairé de ces écrans. On en a peur aujourd'hui. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'on va tous les utiliser à terme. L'idée, c'est comment les exploiter au mieux et surtout éduquer sur cette utilisation des écrans. Qu'est-ce qu'on en fait? Avoir la meilleure utilisation possible. Ça permet un vrai apprentissage actif qu'on ne peut pas forcément toujours avoir dans un cours magistral, parce qu'on n'a carrément pas dans un cours magistral. En revanche, c'est alerter quand on passe trop de temps, éduquer à nouveau l'enfant sur l'intérêt de passer d'un temps limité, de aussi prendre l'air. Et nous, c'est ce qu'on fait dans Adibou et dans Weloki, c'est qu'on alerte quand il est temps de passer à autre chose. Quand on passe assez de temps sur Weloki, maintenant on peut aller faire autre chose. Vous les incitez justement à aller prendre l'air, et jouer un coup. Exactement. On alerte aussi le parent quand il y a risque de surchauffe. Nous, vraiment, la méthode Weloki, c'est un petit peu régulièrement et pas beaucoup en une fois. Vous avez récemment lancé aussi, Manon, le projet Les Aventures Weloki. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est une expérience éducative au sein de Weloki, c'est ça? Exactement. Comme je vous dis, là, on parle beaucoup d'IA. L'IA, pour nous, ça nous a permis d'aller vers les savoirs fondamentaux. On a décidé, là, de passer une nouvelle étape en utilisant cette fois-ci les nouvelles technologies pour permettre un apprentissage immersif, cette fois-ci, avec les aventures. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce sont des jeux intelligents qui vont plonger les enfants dans des mini-jeux vidéo presque. D'accord. Des énigmes immersives, ils sont plongés dans des mondes incroyables, des jungles mystérieuses, des nouveaux mondes même à aller découvrir. Et ils vont devoir résoudre des énigmes pour développer ce qu'on appelle les compétences comportementales ou les soft skills. Donc on s'éloigne un peu du programme scolaire pur et dur, mais on les aide à développer des compétences qui sont clés, surtout dans un monde aussi... j'allais vous dire, est-ce que c'est pas plus mal aussi d'apprendre autre chose que ce qu'on apprend à l'école? Voilà, c'est ça. Qui sont aussi nécessaires à l'école, d'ailleurs, c'est la logique, tout à fait, l'esprit critique, la résolution de problèmes, la créativité, l'empathie, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on fait jouer des personnages aussi dedans. L'enfant doit comprendre les besoins, les émotions des personnages. Sur l'esprit critique, on a des défis complexes qui leur poussent à analyser les différentes informations qu'ils reçoivent, se dire que certaines informations ne sont pas toujours les bonnes, et tout ça dans un environnement vraiment totalement immersif où ils vont aller avoir envie d'aller ouvrir cette porte parce qu'il se cache quelque chose derrière. Ça s'appelle Les Aventures Weloki. Donc ça change en fait vraiment l'expérience de jeu pour les utilisateurs, on l'a compris. En matière de vision stratégique, quelle est votre vision pour l'avenir de Weloki? Parce qu'on a l'impression que vous avez déjà tout fait en fait. C'est vrai, on se dit mais qu'est-ce qui peut être fait de plus pour accompagner les élèves dans leur apprentissage? On a mis en place tout ce qu'il nous fallait pour pouvoir aller très très loin et aller vers ce rêve qui, je vous disais, c'était d'être l'accompagnant de l'enfant tout au long de sa scolarité et de venir l'aider, aussi bien ceux qui ont des besoins particuliers que ceux qui ont besoin d'aller plus loin, pour les accompagner tout au long de leur scolarité. Aujourd'hui, on a des premiers niveaux de technologie d'IA, premiers niveaux d'aventure. On peut aller 1000 fois plus loin, et là, il y a toute l'équipe qui travaille dur pour qu'on aille plus loin. Ouais. Bon, on va parler justement de l'équipe dans un instant. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée aujourd'hui, Manon Osquian, la cofondatrice de Willoki. Manon, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous allez nous parler aujourd'hui d'afrofuturisme, un courant artistique, littéraire, cinématographique aussi, qui mêle récit d'anticipation et culture africaine. Absolument, un courant qualifié d'afrofuturisme par les uns, de fiction spéculative noire par les autres. Ce terme d'afrofuturisme, il apparaît en 1993 sous la plume d'un journaliste qui écrit pour le Washington Post ou le magazine Rolling Stone. Et lui, en fait, il s'appelle Mark Derry, il parle de fiction spéculative qui traite des thématiques afro-américaines, le tout dans le contexte de la technoculture du XXe siècle. On connaît tous, évidemment, par rapport à ce courant de l'afrofuturisme, l'univers de Black Panther, dont on reparlera, mais il y a aussi plusieurs héros de comics qui sont venus côtoyer ceux quasi tous blancs de Marvel, et ça a aussi gagné d'autres domaines, comme celui de la mode. On peut citer la styliste sénégalaise Célie Rabi Kane. Elle a inventé les vêtements du Dakar de 2200 avec des silhouettes hybrides qui mêlent la technicité et l'univers SF au tissu traditionnel africain. Mais Jeanne, vous dites que ça a commencé principalement avec la littérature et la musique, c'est ça? Absolument. Et plus largement encore dans le domaine de la musique. En effet, un des premiers artistes à avoir exploré des réalités parallèles qui mêlent culture africaine et SF, c'est un géant du jazz. Il s'appelle Sun Ra. C'est un musicien, c'est un poète, c'est un philosophe. Et lui, il a créé un univers imaginaire complètement barré, mi-voyage spatial, mi-retour à l'Égypte antique, l'Égypte leitmotiv de l'univers afrofuturiste, car c'est une grande civilisation née sur le continent africain. Sun Ra, c'est aussi l'auteur d'un film qui s'appelle Space is the Place, où le personnage principal à coiffe de pharaon invite les Afro-Américains à venir s'installer dans l'espace pour fuir la ségrégation. Et ce voyage dans l'espace, c'est un thème aussi récurrent de l'afrofuturisme parce que c'est souvent une façon aussi de rejouer ce qu'on appelle le passage du milieu, à savoir le voyage fait par les esclaves africains à travers l'Atlantique vers l'Amérique. C'est donc un moyen de trouver une liberté et aussi des portes de sortie à des situations de ségrégation? Alors il s'agit pour les auteurs de se réapproprier une histoire trop longtemps écrite et racontée par les autres, et donc savoir aussi d'où l'on vient pour mieux écrire l'avenir. En littérature, la papesse du mouvement, si on peut parler de mouvement afrofuturiste, c'est Octavia Butler. Elle, c'est la première autrice de science-fiction à recevoir en 1995 la bourse Genius de la Fondation MacArthur, qui est une bourse très prestigieuse. Alors ces récits, eux, ils questionnent toujours les réalités du futur. Imaginons les pénuries alimentaires, les changements climatiques, presque toujours à travers l'expérience de héros afro-descendants américains. Et même quand ce n'est pas le cas, eh bien, comme avec notamment son ouvrage Imago, qui vient d'être traduit en mai 2024 en français, eh bien, quand c'est pas le cas, donc elle met en scène une race d'hybrides humains extraterrestres qui sont capables de modifier leur ADN et leur genre sexuel. Et en fait, ça parle encore de métissage, ça parle d'assimilation, ça parle d'altérité, qui sont autant de réflexions qui traversent ce courant de l'afrofuturisme. Alors, vous parliez tout à l'heure, Jeanne, de Black Panther. L'afrofuturisme, il a aussi son grand succès au cinéma. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que les films d'anticipation afrofuturistes, ils vont explorer différents genres. On peut citer par exemple le thriller, et notamment le film de Jordan Peele qui s'appelle Get Out. Get Out, ça raconte l'histoire d'une famille qui implante des cerveaux de blancs dans des corps de personnes de couleur, dans une sorte de délire suprématisme du futur très angoissant, jusque évidemment aux superproductions. Et notamment, on ne peut pas parler de ce courant sans évoquer le film qui a fait connaître l'afrofuturisme à la planète entière, à savoir Black Panther, un film de Ryan Coogler avec feu Chadwick Boseman. Le film le plus rentable de l'histoire pour un réalisateur noir. Et tous les codes du genre, ils sont en effet représentés. Alors, on connaît donc la ville de Makanda où se passe le film. Elle est émaillée de gratte-ciel géants qui évoquent le futur, mais tout en étant inspirée des architectures en terre crue d'Afrique de l'Ouest, avec ces poutres saillantes à l'extérieur. Sur l'image du dessous, on voyait aussi des toits de chaume de rondavel, ces maisons rondes typiques de l'Afrique australe. Les costumes, eux aussi, évoquent demain tout en parlant d'hier.
On remarquera particulièrement ceux de la garde royale féminine, les Dora Milaje. Les colliers et les bracelets métalliques, ils évoquent les parures des femmes ndébélé d'Afrique du Sud. Les costumes aussi évoquent ceux des guerrières du royaume de Dahomey, actuel Bénin. J'ai donc envie de finir avec une phrase, une citation d'un philosophe, penseur, Achille Mbembe, grande figure de l'écriture et de la pensée africaine, qui nous dit: dans 30 ou 50 ans, plus d'un habitant sur 3 sur la planète sera africain ou d'ascendante africaine, affirme-t-il. Et donc, lui, il espère que en ces temps de crise, en ces temps de combustion de notre planète, les cosmogonies africaines pourraient bien inspirer la quête d'un monde habitable. Merci beaucoup, Jeanne, pour cette chronique. On va continuer à parler tech. Vous allez voir éducation aussi, soutien scolaire avec notre invité dans un instant dans la deuxième partie du talk. Et on continue à en parler avec notre invitée, Manon Oskian, cofondatrice de Weloki. Alors, on a parlé effectivement de votre vision stratégique pour les mois, les années à venir pour Weloki et puis pour Adibou. Vous nous parliez juste avant la chronique de Jeanne Dreyfus, de votre équipe. Aujourd'hui, ça représente combien de personnes, cette équipe derrière Adibou et Weloki? Aujourd'hui, ça devient difficile de la compter, mais on est 20 personnes et encore plus si on compte les enseignants qui travaillent pour nous, les comédiens, etc., qui travaillent en freelance. D'accord, donc ça fait quand même un peu de monde à gérer. Ouais. D'autres technologies telles que la réalité augmentée, la réalité virtuelle aussi sont de plus en plus intégrées dans l'éducation. On les reçoit régulièrement sur ce plateau. Est-ce que vous envisagez de les inclure d'une manière ou d'une autre dans les prochains développements de Weloki? Aujourd'hui, en tout cas, c'est des technologies qu'on regarde. Aujourd'hui, on reste concentré, comme vous l'avez vu, on a déjà beaucoup de projets. Oui. On ne va pas pouvoir tout faire. C'est très bien qu'il y en ait et c'est très bien qu'ils arrivent dans les écoles, surtout dans les salles de classe. Pour l'utilisation, l'usage à la maison que nous, on fait avant tout avec Weloki, ce qu'on fait aujourd'hui nous convient. Ouais. Vraiment, dans les directions vers lesquelles on va aller, évidemment qu'on développe de l'IA générative pour vraiment créer un dialogue avec l'enfant et pouvoir aller plus loin dans la conception des créations de nos contenus. Ça, c'est une des technologies qu'on va plus loin, qu'on travaille, qu'on développe. Mais les prochaines grosses étapes pour Weloki, ça va être plutôt d'aller regarder à l'international et de se développer. C'est vrai. Ouais. Vous avez déjà quelques touches on est, en Europe Oui, tout à fait. Et puis on a la version US qui est en train, là actuellement, d'être développée. C'est vraiment quelque chose vers lequel vous voulez vous lancer, c'est l'international. On parle beaucoup régulièrement quand on reçoit notamment Oriane Ledroit, directrice générale d'EdTech France, etc. On parle de ces entreprises françaises qui cartonnent à l'international et parfois avec un peu de nostalgie en se disant c'est dommage qu'elles devraient cartonner en France. Et c'est votre cas avant de cartonner à l'étranger. Vous, c'est quelque part un marché que vous voulez adresser aussi, j'imagine. Parce que vous n'avez pas de concurrents, peut-être Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le début, notre ambition, elle a été internationale, parce que notre vision de l'éducation pour les enfants de 7-12 ans en France, c'est la même pour tout enfant dans le monde. Bien sûr. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est concentré sur cette tranche d'âge chez enfants de 7 à 12 ans, c'est-à-dire qu'on se positionne avant la spécialisation des études. Donc, si je schématise, à 80%, un enfant de 7 ans un peu partout dans le monde, il doit connaître les mêmes savoirs fondamentaux. Ouais. Donc c'est aussi pour ça, et vraiment à nouveau, cette vision et la méthode qu'on a mise en place sur Weloki, elle convient pour d'autres enfants. Donc pourquoi s'en empêcher? Pourquoi ne pas en faire profiter d'autres? Évidemment qu'on ne fuit pas la France, que ça reste le marché sur lequel on a eu nos succès, mais il est temps aussi maintenant d'aller tenter, en tout cas ailleurs. Ouais. Bon, génial. L'éducation, vous le savez aussi, est en pleine transformation. Selon vous, à quoi elle ressemblera justement l'éducation dans 10 ans, 20 ans? C'est quoi votre vision de l'école du futur, justement? Alors, est-ce que c'est une vision ou alors est-ce que c'est un rêve? Je vous laisse le choix. En tout cas, comme je le disais, nous, évidemment que c'est comme ça qu'on a conçu et pensé Weloki. C'est en tout cas une école qui se dégage des cours magistraux, qui se dégage des classes surchargées, qui intègre les technologies pour libérer les professeurs des tâches répétitives, pour permettre aux enfants d'avoir chacun leur éducation avancée pas à pas, sans échec, mais toujours en étant motivant. Et c'est ce que peuvent permettre ces apprentissages qui se font à leur rythme. Et du coup, avoir des moments de classe en plus petits groupes, autour d'études de cas, de pratiques, d'échanges bref, de tout ce que les machines ne pourront pas faire. Aujourd'hui, vous êtes entré dans les écoles. Vous disiez que vous êtes principalement, vous adressez
aux particuliers de manière... c'est votre focus en tout cas, mais est-ce que des enseignants prennent des licences par exemple pour leurs élèves ? Tout à fait. Alors à nouveau, effectivement, nous, notre vision, c'est nous adresser avant tout aux particuliers, aux parents et aux enfants, mais on a des enseignants qui nous utilisent et de plus en plus. On a des enseignants qui n'utilisent même que Willoki comme support d'évaluation toute l'année. Je parlais avec un enseignant qui est directeur d'école et professeur d'une classe de CM2 qui a utilisé que Willoki toute l'année auprès de ses élèves. Dans Willoki, quand on réussit une notion, on a une étoile. Donc chaque semaine, il regardait le tableau des étoiles de Willoki. Et ce que je trouve très beau, c'est qu'à nouveau, ce qu'il me disait, c'est que les enfants, du coup, avançaient chacun à leur rythme. Il y avait même un enfant qui lui disait, bah ouais, mais moi, quand je fais un contrôle, au moins je rate et puis après je m'en débarrasse. Alors que sur Willoki, je suis obligée de réussir. Ce qui est j'adore. Ouais, effectivement, je comprends. Et ce qu'il nous disait, c'est qu'à la fin de l'année, il avait un enfant en situation de handicap qui est venu le voir et qui lui a dit, ça y est, j'ai eu toutes mes étoiles. Il a affiché le tableau avec toutes les étoiles et il y a eu standing ovation pour ce petit enfant. Ouais, je peux comprendre. J'adore. Bravo. En tout cas, vous faites partie aussi d'un marché EdTech qui est de plus en plus compétitif. Quel est votre point de vue sur ce marché en France, en tout cas ? C'est effectivement, il y a un marché avec énormément d'acteurs. Moi, ce que j'aime, c'est que ça veut dire qu'il est dynamique, qu'on en voit toujours entrer. Ça veut bien dire qu'il y a un besoin, qu'il y a quelque chose à aller chercher. Aujourd'hui, il manque un vrai leader et il y a une vraie place à prendre sur ce marché, je pense. Je pense que ça peut marcher aussi en joignant les forces de ces différents acteurs. Ouais. Mais en tout cas, voir un marché aussi dynamique, avec beaucoup de créativité, de passion qui se mettent en place pour aller répondre à ce besoin, évidemment que c'est enthousiasmant et on a envie d'en faire partie et surtout de mener la barque là-dessus. Oui, pardon, je ne voulais pas vous couper, mais c'est vrai qu'il y a souvent un sujet de modèle économique. Ouais. Les entreprises qu'on reçoit ici nous disent on a du mal à travailler avec l'éducation nationale comme vous pouvez le faire parce qu'on a du mal à trouver justement à la fois les financements, les sous, le soutien de l'éducation nationale. Vous, on a l'impression qu'a priori, ça va plutôt bien de ce côté-là. Alors évidemment, à nouveau, je pense qu'il y a une vraie place à prendre de leader, mais pas qu'en France, même au niveau européen, voire au niveau mondial sur le marché de l'éducation, avec un tel enjeu qu'est cette IA et les géants qu'on connaît par cœur, et des Google et autres qui peuvent arriver. Il y a une vraie place à prendre. Donc évidemment que s'il y avait plus d'aide, on pourrait tous aller plus vite, et que je pense qu'il y a vraiment des choses à faire là-dessus et qu'il faut se réveiller là-dessus. Ouais. En revanche, c'est vrai que nous, on a fait le choix du coup d'avancer. Évidemment qu'on avance avec l'éducation nationale, avec l'école, etc. Mais de tracer notre route aussi. Et c'est pour ça qu'on s'adresse aux particuliers avant tout. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, entrer dans les écoles sur le marché français... C'est plus compliqué. C'est extrêmement complexe. Ouais. Est-ce que vous allez faire en revanche aux États-Unis ou est-ce que vous gardez le même modèle a priori ? On a ce modèle qui marche bien, qu'on va lancer aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, la distribution aux écoles est aussi très différente. Et là, on s'adresse surtout à un marché privé sur lequel il y a des choses à faire. Donc, pour aller plus vite, on va tester ça aussi. Manon, depuis la création de Willoki, quel est votre plus grande fierté ? Est-ce qu'il y a un accomplissement dont vous êtes particulièrement heureuse, fière, qui se distingue pour vous ? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Évidemment que le plus bel accomplissement, et ça je pense que je parle au nom de toute l'équipe Willoki, c'est tous les témoignages et les messages qu'on reçoit des parents et des enfants qui nous disent... il y a des parents qui nous disent mon enfant était en échec scolaire, on ne trouvait pas de solution et ça y est, on le voit, qui a les yeux qui pétillent et qui nous pose plus de questions et qui est plus curieux depuis qu'il utilise Willoki. On a des parents qui nous disent grâce à vous j'ai trouvé la solution. Des enfants qui nous disent grâce à vous j'ai enfin compris les fractions et la règle de 3. Enfin voilà, tous ces témoignages mais qu'on reçoit tous les jours, c'est ça notre plus grande fierté et c'est pour ça qu'on ne s'arrêtera pas. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été parmi nous, Willoki, et donc Adibou aussi, qui a marqué des générations, y compris la mienne. Merci infiniment d'avoir été parmi nous. On vous souhaite tout le succès, cette éducation, le soutien scolaire qui se révolutionne aussi grâce à l'intelligence artificielle. Vous êtes venue nous en parler, Manon Rosquian, vous êtes la cofondatrice de Willoki. Merci aussi à vous, Jeanne Dreyfus, d'avoir été parmi nous aujourd'hui, notre chroniqueuse du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis vous savez, on se retrouve comme tous les jours dès demain à 12h30 sur School TV. Bonne journée.